Mais juste avant, en fait, moi, je tenais à... euh, en fait, j'ai pris l'opportunité de vous présenter des choses un peu au bon suite au désistement d'un collègue. Mais surtout, en fait, moi, j'étais à saluer votre engagement en tant que futur journaliste à nous fréquenter, nous, scientifiques, parce que généralement, on n'est pas très, très bon à communiquer avec le grand public et on a réellement besoin, en fait, de vous, que vous nous connaissiez bien, qu'on ait une relation bien établie, en fait, pour que justement, vous puissiez, comme disait François, en fait, faire les relais, les porte-paroles de la science, des urgences, de nos découvertes, et puis impliquer, en fait, de plus en plus le public, dans le sens où bah, c'est extrêmement nécessaire parce que sans l'opinion publique qui fait pression sur les politiques ou même en fait les petits gestes du quotidien et la façon de fonctionner au quotidien, c'est clair que bah, ça va pas le faire. Voilà. Donc je partage mon écran. Hop, voilà. Donc j'espère que vous, ouais, si, je le vois bien. Et donc, bah, François, vous adressez un portrait très très large en fait des urgences, de toutes les organisations impliquées en fait dans la recherche océanique et de l'océan, du rôle de l'océan en fait pour, je dirais, notre survie. J'ai vu qu'il avait, enfin, je l'ai entendu aborder, et justement, puisque la station de Roscoff, en fait, est aussi très versée dans la découverte de la biodiversité marine. Donc, moi, je vais insister sur ce point et je vais essayer de vous faire comprendre, je dirais, à quel point la biodiversité marine est importante, y compris, en fait, pour continuer à progresser, en fait, que ce soit technologiquement ou entre nous, en fait, dans notre société. Et donc, j'ai intitulé ma présentation Biodiversité marine, un réservoir insoupçonné, et là, d'éco-innovation. Alors, c'est moi qui présente, mais en même temps, ça pourrait être notre chef de station, donc Nazia Améziane, qui, elle, a vraiment pris cette thématique à bras-le-corps à la station, avec aussi pas mal de chercheurs de la station et des partenaires, donc des partenaires du muséum, je vous en parlerai tout à l'heure, donc sont le CBIOS et puis je dirais un cabinet de design qui est entièrement tourné vers ce qu'on appelle le biomimétisme, donc cette histoire d'éco-innovation ou inspiration. Donc, pareil, François l'a présenté, hein, la station marine de Concarneau. Donc, vous le voyez sur ces photos et j'espère que ça vous donnera envie de venir nous voir à la station. Hein, si je me souviens bien, c'est en octobre prochain. Donc, on est carrément sur l'eau, on va dire. Ça a été fondé en 1859, donc par Victor Coste, qui, comme le disait François, était professeur au Collège de France. Et donc la station était gérée par le Collège de France jusque finalement dans les années 1990. C'est à partir de là qu'elle est devenue un des 13 sites du Muséum national d'histoire naturelle. Et attendez, hop, je me vois devant, donc devant. Et en fait, le Muséum d'histoire naturelle, je dirais, ses actions sont basées autour de, on va dire, 5 piliers. Donc, bien sûr, le premier qui est la recherche. Donc, on effectue en fait tout un tas de recherches à la station, de l'enseignement, avec des enseignants-chercheurs du muséum, mais aussi, puisque on a des enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, par exemple, hein, voire d'autres universités. La diffusion des connaissances. Alors, une partie de la station est ouverte au public avec ce qu'on appelle un marinarium qui va refléter justement nos actions de recherche et de collection. On a aussi ce qu'on appelle en fait des collections vivantes. Et ça aussi, c'est vraiment une des spécificités et le cœur de métier du muséum. Donc, on a des millions de spécimens qui sont mis en collection
Donc, typiquement, en termes de la recherche sur la biodiversité, certains de nos chercheurs vont décrire des nouveaux spécimens ou des spécimens déjà inventoriés mais non observés dans certains endroits et ainsi de suite, vont les mettre en collection et comme ça constituer une sorte de grande archive de la biodiversité. Et en particulier à la station marine de Concarneau de la biodiversité marine. Et puis, on a aussi en fait une action d'expertise qui est en fait de conseiller, par exemple, au sein des ministères sur certaines activités, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, en fait, typiquement des histoires de contrôler et de bonne gestion des pêcheries, par exemple. Donc, certaines pêcheries on a dans nos possessions françaises en zone australe, donc tout près de l'Antarctique, donc par exemple l'archipel des Kerguelen, on a des pêcheries d'un poisson assez iconique, mais peu connu finalement, qui s'appelle la légine, qui est un poisson qui a une très très forte valeur ajoutée. Donc il y a un gros enjeu économique autour de la pêcherie de la légine. Et typiquement, le muséum en fait s'occupe de faire des inventaires, de mieux comprendre la biologie de la légine, pour que ensuite les terres australes et antarctiques françaises puissent déterminer des quotas et attribuer des quotas de pêche à des entreprises. Alors, on va essayer de faire passer la slide. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, une grosse activité à la station, c'est d'explorer la biodiversité marine, mais aussi en fait de contribuer à la préserver, cette biodiversité. Encore une fois, tout à l'heure, vous avez vu que un gros objectif, en fait, c'était de trouver des solutions pour exploiter, mais cette fois-ci de manière durable, la biodiversité marine. Alors, la première question qu'on pourrait, je dirais, se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait explorer et continuer à explorer la biodiversité marine? Et moi, en fait, ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est tout d'abord parce que c'est joli. Moi, je pense que ça, c'est une porte d'entrée vers le public. Le fait que ces choses ou ces créatures qui vivent dans l'océan, finalement, ça soit d'une certaine beauté. Et je pense que ça, c'est une porte d'entrée. Moi, typiquement, en fait, quelque chose que je trouve joli, en fait, j'ai envie de le préserver. En fait, c'est pas que ça. Pour moi, c'est aussi en fait quelque chose qui est extrêmement inspirant. Alors, il peut y avoir un côté artistique, mais comme vous allez le voir, en fait, inspirant pour tout un tas d'autres raisons. Et d'abord, en fait, si on parle de biodiversité, je dirais une des raisons pour laquelle il faut l'étudier, c'est que cette biodiversité, finalement, on la connaît pas tant que ça. Et on la connaît même presque pas du tout, en fait. Encore une fois, François, en fait, qui a dressé un excellent panorama. Vous a parlé d'un collègue, donc Colomban de Vargas, donc lui qui va s'intéresser aussi à mettre en place des programmes de connaissance de la diversité marine, y compris là, moi, la figure que je présente, c'est ce qu'on appelle des eucaryotes, donc des cellules, on va dire, enfin, que moi je considère comme évoluées, mais Colomban en fait va vous parler à la fois des eucaryotes et des prokaryotes et de ces programmes en fait qu'il met en place pour comprendre en fait et connaître cette biodiversité au sein de l'océan. Mais là, typiquement, si vous regardez, donc ça, c'est des grands groupes qu'on va retrouver dans l'océan ou voire même sur Terre. Vous prenez les plantes, par exemple. Alors, en marron foncé, c'est ce qu'on connaît. Et en marron clair, c'est a priori ce qu'on ne connaît pas. Alors, on l'estime hein, parce que c'est difficile de savoir ce qu'on ne connaît pas. Mais si vous prenez les plantes, vous voyez, il y a beaucoup de marron foncé avec un tout petit peu de marron clair. Par contre, si vous prenez les champignons, là, vous avez du marron foncé, mais vraiment très peu, et énormément de marron clair.
Et en fait, on considère qu'il nous reste encore un nombre extrêmement important, des millions d'espèces encore à découvrir. Et là, ce que vous voyez, donc on continue à travailler en fait à l'exploration de la biodiversité, mais ce que vous voyez là, c'est le nombre d'espèces à peu près par an qu'on découvre. Donc environ 1600 qu'on décrit chaque année dans toutes les groupes en fait qui sont présents sur Terre. Vous voyez en fait, alors je ne sais plus de quelle année date cette figure, mais vous voyez qu'on découvre même des cétacés, hein, donc des mammifères marins, et grosso modo 1600 espèces par an, donc 43% d'insectes, et en espèces marines, une dizaine de pourcents. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, et il reste encore un sacré paquet de travail à faire là-dedans. Et en fait, c'est, je dirais, quelque chose que moi je trouve extrêmement navrant, dans le sens où, grosso modo, on considère que on connaît l'océan, à peu près 5% en fait de l'océan. Et, et donc, on va dire à peu près la même chose de ce qui s'y trouve. Et à l'heure actuelle, bon, c'est pareil, je pense que vous êtes totalement immergé là-dedans, mais avec des histoires de changement climatique, de pression en fait que l'on ajoute sur les écosystèmes et ainsi de suite, on est dans une phase où on a un déclin des espèces, on porte atteinte à la biodiversité, et finalement en fait on peut considérer que on a tout un tas d'espèces qui disparaissent, et pour la majorité d'entre elles, on les connaît même pas en fait. Et donc, c'est quelque chose, grosso modo, j'aurais tendance à dire qu'on ne sait pas ce qu'on perd, quoi. Et en fait, c'est dommage parce que, comme vous allez le voir là, ces espèces, cette biodiversité, elle peut être extrêmement inspirante et surtout nous apporter des solutions pour justement mieux vivre au quotidien avec la planète et mieux, entre guillemets, avancer, mais tout en respectant la nature. Et donc, c'est en ça que on peut parler de bio-inspiration. Donc, ça, le muséum appelle ça la bio-inspiration. D'autres, y compris des partenaires avec qui on travaille, donc le CBIO, c'est Big Bang Project, eux appellent ça le biomimétisme. Alors, le biomimétisme, il y a tout un tas de choses. Le biomimétisme, en fait, c'est ici, là. Et en fait, c'est proche de ce qu'on pourrait appeler la bionique, la bio-inspiration au sens large, la biomimétique. Le biomimétisme, en fait, c'est de s'inspirer de la nature, mais en même temps, en ayant une démarche qui soit tournée vers le respect de la nature, donc l'éco-conception, en fait. Et donc, c'est ici le biomimétisme. Et là, je vais commencer à vous donner des exemples. Si vous prenez les hermelles, alors je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, ça ressemble à ça. En fait, c'est un ver marin, un annélide. Et si vous vous baladez sur la côte bretonne ou normande, dans en Manche ou sur les côtes d'Armor, en fait, vous allez vous balader sur l'estran et vous allez observer ces structures-là, en fait, qui sont finalement comme un peu des récifs, hein, en forme un peu ronde, arrondie, et ainsi de suite. Et puis, si vous regardez de plus près, finalement, vous allez voir que ces récifs, ils sont percés de tout un tas de petits trous, là, comme ça, qui sont les galeries dans lesquelles cette annélide est installée et habite. En fait, pour fabriquer ces galeries, donc le polychète, ici ça se voit très très bien, a agrégé des particules sédimentaires, donc du sable ou de la vase. Et en fait, il les a agrégées avec une colle. Et donc, les scientifiques s'en sont inspirés. En fait, on reproduit cette colle pour faire un adhésif. Donc, hop là, pardon. Pour faire un adhésif qui soit utilisable en fait et compatible avec le corps humain. Et donc, typiquement, maintenant, on l'utilise en fait pour suturer des artères ou ce genre de choses. Donc, c'est pas anodin, intéressant. Et puis après, en fait, vous savez typiquement que le Japon,
lui, est soumis à des tsunamis, à une forte activité sismique et ce genre de choses, et ben, finalement, les Japonais s'en sont inspirés pour faire leurs digues. Donc, ils ont reproduit en quelque sorte ces formes-là pour lutter contre des événements catastrophiques ou climatiques au Japon, en fait. Et en ce moment même, il y a des scientifiques qui, justement, s'intéressent à la forme bien particulière de l'ouverture de la galerie dans laquelle vit Sabellaria, là. Et ils ont remarqué que, justement, cette forme bien particulière avait un impact en fait sur l'hydrodynamisme, sur la circulation de l'eau à marée haute autour, et a été très certainement optimisé pour que ce verre puisse capter en fait ces particules. C'est un verre qui va se nourrir des particules qui sont en suspension dans l'eau, et donc a priori cette forme-là serait intéressante pour aller capter des particules. Donc il y a tout un tas d'applications qui peuvent en découler. Et puis, encore une fois, pour, je dirais, illustrer l'intérêt de bien connaître toute cette biodiversité et puis de bien la classer et ainsi de suite, ben finalement, si on regarde des histoires d'adhésifs ou de colle qui sont un enjeu majeur pour tout ce qui est industrie, médecine et ainsi de suite, j'aurais tendance à dire, vous, en tant que journaliste, par exemple, vous allez utiliser un sacré paquet de post-it, je suis sûr et certain. Et donc, on a nos hermels qui sont ici, nos annélides, là, mais finalement, vous avez des moules, donc des mollusques. Et ici, par exemple, je vous ai mis un exemple. La moule, pour pouvoir s'accrocher sur les rochers en fait, sur lesquels elle va vivre, elle va avoir un organe particulier où elle va sécréter en fait, une colle et des filaments qui s'appellent le byssus. Et en fait, il y a des chercheurs qui se sont intéressés justement à cet adhésif et qui se sont inspirés pour en faire, entre guillemets, une colle réversible, donc le principe des post-it, hein, en s'inspirant justement de l'adhésion des mots. Les étoiles de mer, les spongiaires, donc les éponges, pareil, vous pouvez sécrète entre guillemets des adhésifs et donc à partir de là on peut effectuer ou réfléchir à des adhésifs biomimétiques. L'étoile de mer en fait c'est aussi intéressant, c'est un peu le même principe du post-it puisque je vous le montrerai tout à l'heure, mais sous ses branches elle a des organes qu'on appelle des podia qui finalement vont lui permettre c'est des petits tubes au bout desquels il y a un disque et au niveau de ce disque, elle va sécréter un polymère, donc une colle, qui va au contact en fait du substrat se polymériser et puis elle va, quand elle va vouloir bouger et changer de place, elle va en fait sécréter un autre polymère qui lui va permettre la dépolymérisation du premier. Et donc comme ça, elle va pouvoir avancer par traction en fait, en utilisant alternativement colle-décolle, on va dire. Donc là, d'autres exemples en fait hein, qui sont cette fois-ci pas basés sur des colles, mais je pense que vous avez entendu parler, si je me souviens bien, c'était des nageurs qui avaient été disqualifiés aux Jeux Olympiques parce qu'ils se mettaient à porter des combinaisons. Et en fait, ces combinaisons leur permettaient d'aller plus vite. Elles leur permettaient d'aller plus vite et finalement, elles étaient en quelque sorte texturées, un peu comme ça. Et cette texture, elle est quasi identique à la texture de la peau du requin. Si vous touchez un requin, vous la touchez dans un sens, c'est lisse. Vous vous mettez à la toucher dans l'autre sens, vous allez voir, c'est super rugueux en fait. Et je vous ferai voir en fait quand vous viendrez au mois d'octobre à la station. Et en fait, paradoxalement, cette rugosité et cette texturation permet au requin d'aller plus vite, de nager vite. Mais il n'y a pas que ça aussi. En fait, les chercheurs ont montré que finalement, quand vous texturez la peau,
enfin une surface sur le principe de la peau du requin, eh ben, vous pouviez créer une surface antibactérienne. Donc ça, c'est super intéressant pour tout ce qui est hygiène médicale et ainsi de suite. Mais pas que, en fait. Si vous imaginez enfin, sur les navires, par exemple, un navire qui est sur l'eau, des bactéries en fait vont se fixer sur la coque du navire. Et en fait, ces bactéries, c'est un peu le prélude à toute une succession d'espèces qui vont se fixer. En fait, mon collègue aurait dû vous présenter des choses sur les biofilms, donc il vous aurait parlé de ça. Mais donc toutes ces choses vont se fixer, on appelle ça des salissures en français. Et en fait, toutes ces salissures, finalement, vont réduire l'hydrodynamisme du navire. Et donc, au fur et à mesure du temps, le navire va, entre guillemets, être de moins en moins hydrodynamique. Et finalement, qui dit de moins en moins hydrodynamique, dit consommation élevée pour se déplacer. Et donc, si on imagine par exemple la surface de la coque du navire revêtue d'un truc comme ça, d'une surface antibactérienne, on va dire, on va freiner cette installation de salissure et on va réduire au global la consommation en fait des navires et du transport maritime. Donc ça, c'est un peu un bon exemple pour vous décrire ce que c'est que le biomimétisme ou sensu muséum, la bio-inspiration. C'est-à-dire que vous avez une innovation qui est basée sur l'observation de la nature et puis cette innovation va permettre en fait de réduire la pression sur la nature elle-même. Alors, pareil, il y a des chercheurs australiens en fait, qui ont montré qu'on pouvait imprimer des structures en béton 3D, je dirais plus robustes, et ça, c'est basé sur l'observation des carapaces de homards. Et puis un truc, moi, qui m'a vraiment surpris quand je suis tombé là-dessus, vous avez un poisson-coffre. Alors, poisson-coffre, pour moi, c'était grosso modo une barrique avec des nageoires. Et ben, finalement, en faisant des études sur l'hydrodynamisme de ce poisson-coffre, et ben, on s'est rendu compte que c'était une structure qui permet de, si on limitait pour concevoir des voitures, et ben, finalement, ces voitures étaient beaucoup plus aérodynamiques elles-mêmes et typiquement consommaient beaucoup moins de carburant. Ils font même des drones aériens. Alors cette fois-ci, c'est le poisson globe, en fait, qui sont basés sur ce principe-là. Donc encore une fois, qui dit moins de consommation dit un impact plus faible en fait sur l'environnement. Alors, je pourrais vous montrer comme ça tout un tas d'exemples. Ici, vous avez un robot médical qui est basé finalement sur la façon de se mouvoir d'un céphalopode, donc octopus, d'un poulpe. Et, donc, voilà, on s'en inspire pour créer des robots médicaux. Vous avez aussi des robots sous-marins, donc des sous-marins autonomes qui, eux, vont se mouvoir en fait en imitant le mouvement du serpent de mer. Ici, en fait, je ne sais pas si vous le distinguez très bien, mais c'est un oursin qui est coupé en deux. Et là, ce que vous voyez ici, là, ce sont les pièces buccales. Alors, ça s'appelle une lanterne d'Aristote. Et en fait, cette pièce qui sert à l'oursin pour se nourrir, ben, finalement, les chercheurs s'en sont inspirés pour en faire un appareil à biopsie. Alors, la biopsie, c'est des prélèvements qui peuvent être douloureux. Et ben finalement, en copiant l'oursin et notamment sa lanterne d'Aristote, on peut faire des appareils à biopsie qui sont beaucoup moins douloureux, donc plus confortables pour les humains. Et puis, ça, c'est plus de l'inspiration, mais finalement, je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ce qui est manga et ainsi de suite, mais les dessinateurs, entre guillemets, japonais, là en l'occurrence, ici, on voit une forte ressemblance entre ce que je pense être un amphipode avec justement ce personnage de manga.
Et puis le dernier, moi, c'est quelque chose que je trouve relativement fascinant, que j'ai étudié en fait au cours de ma carrière. Ce sont ici ce que vous voyez en fait, c'est ce qu'on appelle un frustule de diatomées. Donc les diatomées, c'est du phytoplancton. Donc comme le disait François tout à l'heure, c'est les organismes qui sont responsables, qui sont à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan. Alors, il n'y a pas que des diatomées, mais c'est une bonne partie du phytoplancton et qui vont capter en fait une partie du CO2 qu'on émet et le redistribuer après dans l'océan. Et en fait, ce frustule hein, que vous voyez là, c'est du verre finalement. C'est de la silice amorphe. Et donc, si on pense vert, bah, finalement, cette microalgue, cette diatomée, elle est capable finalement de faire du verre, mais à température ambiante. Et donc cette observation, des chercheurs s'en sont inspirés pour tout ce qui est ce qu'on appelle les procédés sol-gel, et donc la fabrication en fait de certains verres, mais cette fois-ci à basse température. Donc encore une fois, basse température, économie d'énergie, et donc meilleur pour le climat, la planète. Alors, j'ai conservé cette image de diatomée. Donc ça, c'est les diatomées, en fait, c'est pareil, il y en a des milliers et des centaines de milliers d'espèces, toutes avec des formes plus ou moins différentes, et donc on les classe en fonction de la forme, en fonction euh, je dirais, du nombre de pores ou d'aréoles en fait qu'il y a dans son squelette, donc dans son frustule. Et puis là, si vous regardez, il y a des côtes qui sont renforcées, par exemple. Donc, et finalement, alors, les chercheurs ne se sont pas inspirés de ces diatomées, mais par contre, il y a des études qui montrent que justement, ces côtes permettent un renforcement des structures et ainsi de suite. En même temps, c'est quelque chose d'assez intuitif. Mais bref, ces côtes ont une importance dans la solidité et la résistance en fait, du frustule aux contraintes. Et finalement, ici, ce que vous voyez, c'est un tissu un peu particulier. Donc, c'est du tissage de fibres de lin. Et toujours suivant certains entrecroisements aussi, observés pareil, en fait, sur différents modèles biologiques. Et en fait, donc, comme je vous le dis, c'est des fibres de lin, donc entrecroisées comme ça. Et finalement, cet entrecroisement fait que c'est très, très solide. Et c'est tellement solide que ils utilisent, ou du moins ils commencent à concevoir, y compris des véhicules. Ici, je ne ferai pas de la pub pour certaines personnes, mais on leur enverra peut-être un tweet un jour. Mais en même temps, en fait, ici, là, vous voyez, donc c'est une voiture qui va vite et qui est entièrement fabriquée, du moins la carrosserie est fabriquée en lin. Donc encore une fois, ces procédés de fabrication et ainsi de suite sont quand même beaucoup moins gourmands que des, des pare-chocs en tôle et ainsi de suite, issus de l'industrie métallurgique. Donc toujours une idée de éco-conception. Là, en fait, c'est pas je tenais à vous présenter ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps et qui est vraiment en fait éco-inspiré ou bio-inspiré. Donc c'est nos partenaires là, le CBIOS et puis Big Bang Project, qui se sont associés à RTE. Donc RTE, c'est eux qui vont, c'est le réseau de distribution d'électricité, donc des câbles électriques. Et en fait là, c'est dans le cadre de développement de parcs éoliens et en particulier là de parcs éoliens marins, donc offshore. Et donc bien sûr, si vous mettez des éoliennes en mer, il faut bien sûr les relier, ces éoliennes, pour pouvoir acheminer l'électricité qui est produite par ces éoliennes au continent. Et donc, vous avez un long câble comme ça qui, finalement, si vous le laissez nu, si vous ne l'enfouissez pas, avec les contraintes du milieu marin, les tempêtes, les vagues et ainsi de suite, ce câble va bouger et va avoir un impact négatif
sur l'environnement marin, sur le fond marin. Donc, ils ont imaginé, encore une fois, en utilisant des solutions basées sur la nature, sur l'observation de la nature, des systèmes d'enfouissement du câble qui vont se révéler, ou ils l'espèrent, bénéfiques en fait pour la biodiversité du fond marin. Typiquement, alors, ici, là, ces structures, en fait, elles sont imaginées de dunes. Alors, c'est pas de la bio-inspiration marine, mais elles sont inspirées, en fait, des dunes qui sont formées sous l'action des vents dans le désert. Et donc, ils ont imaginé installer, en fait, ces dunes pour pouvoir, en fait, créer et diriger les courants sur le fond marin et les trajectoires de particules et favoriser justement l'enfouissement du câble. Et puis après, ici, en fait, ils ont imaginé créer, par exemple, des récifs artificiels. Et ça, en fait, ces récifs, finalement, c'est que du sable dans lequel vous allez injecter certaines bactéries. Et en fait, ils se sont rendus compte que certaines bactéries, quand vous les injectiez dans le sol, donc ils arrivent à les cultiver maintenant, quand vous injectez ces solutions de bactéries, ces bactéries vont finalement consolider, créer une sorte de polymère et qui va permettre en fait de consolider et créer une sorte de ciment naturel. En fait. Et pareil, afin de favoriser, par exemple, la biodiversité, je pense que vous savez tous que les herbiers de Posidonie sont extrêmement importants pour la biodiversité et des nurseries, par exemple, ce genre de choses. Et donc, afin de pallier à certains des impacts, et comme le disait François, notre développement, la production de cette électricité, je dirais que eux ils appellent durable via ces éoliennes en mer, ça, je dirais, s'accompagne en fait inévitablement d'impacts. Et donc, afin d'atténuer en fait les impacts de l'implantation de ces éoliennes en mer, qu'elles soient flottantes ou ancrées sur le fond, ils ont imaginé en fait installer des herbiers et ça se fait très bien en fait de transplanter des herbiers euh, vers justement ces champs d'éoliennes. Donc voilà. Alors à la station en fait à l'heure actuelle on m'appelle un petit peu Monsieur Étoile de Mer et donc j'étais assez enthousiasmé en fait lorsque j'ai vu François en fait présenter ce programme. Comment je me rappelle même plus comment il s'appelle, mais cette étoile de mer et ces 5 branches de l'étoile de mer pour ce programme européen de Horizon. Voilà. Et donc, moi, à l'heure actuelle, à la station, je m'intéresse aux étoiles de mer et toujours, en fait, suivant un peu les principes de la bio-inspiration. Grosso modo, les étoiles de mer, en fait, sont des prédateurs extrêmement voraces de tout ce qui est moules, coquilles Saint-Jacques, huîtres. Et en fait, elles ont tendance à proliférer sur nos côtes. Alors, on ne sait pas trop, enfin, c'est pas récent, hein, ça fait un certain nombre d'années que des gens s'intéressent justement à ces proliférations d'étoiles de mer. Mais on se doute que c'est certainement au fait que peut-être le réchauffement des eaux fait que les conditions de reproduction de ces étoiles de mer sont un peu plus favorables. Et puis surtout, moi je pense que le développement, par exemple, de l'ostréiculture apporte en fait beaucoup plus de nourriture dans le milieu, ostréiculture, mytiliculture et ainsi de suite. Et donc, il fait chaud, il y a beaucoup à manger, grosso modo, hop, on fait des bébés. Et voilà, ces étoiles prolifèrent. Elles s'attaquent en fait finalement aux cheptels des mytiliculteurs, aux gisements de coquilles Saint-Jacques, notamment ceux qui sont proches de Concarneau là. Et donc ça pose un problème économique. Alors, quand les problèmes sont trop importants,
Les pêcheurs organisent par exemple des campagnes de prélèvement. Ils vont aller, ce qu'ils appellent nettoyer leur site. Et donc, ils vont aller prélever ces étoiles de mer. Ils vont les rapporter à terre. Et puis, si vous vous baladez et que vous avez ces tonnes d'étoiles de mer, parce que c'est littéralement des tonnes, voire des centaines de tonnes d'étoiles de mer qui sont rapportées dans les ports, si vous vous baladez quelques jours après, en fait, l'odeur devient rapidement infernale. Et donc, il faut traiter en quelque sorte ce qu'ils considèrent pour l'instant comme des déchets. Et en fait, ces histoires de prolifération d'étoiles de mer, finalement, quand on regarde dans la littérature, on se rend compte que il y en a beaucoup aussi au Canada, il y en a beaucoup au Japon. Vous avez certainement aussi entendu parler, alors c'est pas la même espèce, mais d'une étoile de mer qui s'attaquait à la grande barrière de corail, à Cantaster. Donc, grosso modo, des proliférations d'étoiles de mer, il y en a partout dans le monde. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à essayer de trouver un moyen d'utiliser justement ces étoiles de mer. Donc, beaucoup d'études se sont intéressées aux composés qui sont synthétisés par ces étoiles de mer, y compris en fait jusqu'au squelette en fait de l'étoile de mer, qui ressemble à ça en fait. Une étoile de mer, c'est creux. Ça, c'est une section dans une des branches d'étoile de mer. Donc, c'est creux. Et puis, tout autour, vous avez ce qu'on appelle des petites pièces comme ça qui sont assemblées les unes les autres, qui sont liées par des fibres de collagène. Et donc, ça, on appelle ça des ossicules. Et rien que ça, en fait, par exemple, ces ossicules-là, c'est des pièces qui sont poreuses. Donc, c'est du carbonate de calcium avec aussi beaucoup de magnésium. Alors, je ne sais pas si je ne vous vois pas, donc je ne peux pas juger de votre âge, mais au bout d'un certain temps, en fait, de temps en temps, quand on a un petit coup de fatigue, on prend du calcium et du magnésium marin. Typiquement, en fait, si vous broyez ce genre de truc, vous avez un complément en fait en calcium et en magnésium qui serait super intéressant. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a cette porosité. C'est à peu près de la taille d'une bactérie, ces pores-là. Et donc, on peut les utiliser comme des supports en fait, de filtration, mais aussi comme des supports de culture. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais on utilise en fait les coraux comme support de greffe. Et typiquement, en fait, c'est plus ou moins fabriqué la même composition, on va dire. Et donc, ça serait des supports en fait pour des greffes osseuses, donc des applications biomédicales. Mais en même temps, en fait, il y a tout un tas d'applications potentielles. Et donc à la station, en partenariat en fait avec des industriels, donc on a décidé de voir si on pouvait créer une filière de valorisation, on va dire, de ces déchets. Et en fait, ne plus considérer ces étoiles de mer comme des déchets, mais comme une ressource, quoi, en fait. Et donc, on a aussi imaginé, compte tenu des propriétés et des applications potentielles de ces étoiles de mer, et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est du ressort en fait du biomimétisme ou de la bioinspiration, c'est que finalement, on a imaginé une chaîne d'exploitation de l'étoile de mer. Et donc, par exemple, un brossage qui permettrait de récupérer un mucus qui, lui, a des propriétés anti-fouling. Après, une découpe qui permettrait de récupérer en fait le liquide qui va suinter de l'intérieur de l'étoile de mer et qui, lui, en fait, a tout un tas de propriétés, en fait, beaucoup de peptides, en fait, des peptides intéressants. Et à l'heure actuelle, par exemple, ce liquide, on en fait des cosmétiques, des antirides, qui sont extrêmement efficaces. Et donc, grosso modo, une entreprise va brosser et récupérer le mucus et en faire des produits. Une autre entreprise va récupérer ce qu'on appelle le liquide célomique. Une autre entreprise va extraire certaines molécules, et il y a plein de molécules super intéressantes qui sont produites et présentes en fait dans les étoiles de mer, éventuellement le collagène. Et puis après, en fait, donc récupérer c'est ce que j'appelle des ossicules, enfin, ce qui s'appelle des ossicules, et qui aura aussi tout un tas d'applications. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu les principes de l'économie circulaire. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant
parce que c'est faire collaborer des entreprises les unes avec les autres, qui parfois, en fait, même dans des domaines proches, qui sont parfois concurrentes. Mais là, en fait, l'idée, c'est vraiment que le déchet d'une entreprise devienne en fait la matière première d'une autre entreprise et ainsi de suite. Et ça, c'est une manière d'augmenter en fait la valeur des étoiles de mer et surtout en fait d'en faire une utilisation à 100%. Donc voilà. Et quand on utilise quelque chose à 100%, bah forcément, c'est beaucoup plus durable que quand on n'en utilise qu'une fraction. Et puis c'est encore plus durable que quand on dépense de l'énergie pour le transformer en ciment, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et puis, un exemple, tout à l'heure, en fait, c'est pareil, François a introduit la station marine de Concarneau comme donc Victor Coste, qui était chargé en fait de développer des solutions d'aquaculture, en fait, de cultiver la mer. Et donc ça a été le cas en fait avec le développement de l'ostréiculture, mais aussi en fait de certaines de cultures de certains poissons, notamment la sole en fait. Ici, ce que vous voyez en fait, c'est bien sûr des cages d'élevage de saumon. Et donc ça, c'est moi ce que j'appellerais un élevage industriel de saumon. Vous pouvez le trouver dans les estuaires. Maintenant, ils ont tendance aussi à en faire en pleine mer. Et si vous regardez à l'intérieur de ces cages, bah, vous avez des saumons qui sont ultra concentrés, donc avec des concentrations extrêmement importantes. Et ces concentrations importantes, finalement, sont source ou attirent tout un tas de parasites. Par exemple, ici, vous voyez ça c'est un des... Ici, ce que vous voyez ici, là, ce sont des copépodes. Donc, c'est des copépodes parasites, des petits crustacés, qui finalement sont la concentration intense de saumon va faire en sorte qu'ils vont proliférer. Et là, ces parasites, en fait, vont s'attaquer justement au saumon. Vous en voyez un même sur l'œil, il va devenir aveugle. Enfin, il ne deviendra pas parce qu'il est mort, celui-là. Mais grosso modo, ces saumons vont maigrir et ainsi de suite. Donc, encore une fois, un impact, je dirais, pour le saumon lui-même en termes de bien-être animal, mais aussi, en fait, un impact économique en fait, pour les industriels qui, finalement, est considérable. Euh, Si on continue dans la même veine, en fait, la présence, on va dire, de ces saumons en très très forte concentration, donc c'est comme je le disais, vous avez tous ces parasites, mais aussi des bactéries, des virus et ainsi de suite qui vont pulluler. Pour donc ces saumons vont produire, entre guillemets, des fesses. Et donc, ces fesses vont sédimenter, vont venir, entre guillemets, changer la nature du fond marin, beaucoup de matière organique et ainsi de suite. Donc, tout un tas de changements dans la chimie et la biologie du sédiment. Et donc, il va y avoir tout un tas d'impacts. Donc ça, c'est, entre guillemets, l'aquaculture traditionnelle. Et voilà. Alors, pour pouvoir nourrir ces saumons aussi, je pense que vous avez entendu parler des sardinelles. Donc ici, ce que vous voyez, en fait, c'est au Sénégal, l'industrie en fait des sardinelles. Donc les sardinelles sont une espèce en fait qui est fortement présente ou qui était fortement présente sur les côtes du Sénégal et de la Mauritanie, qui sont très très productives à cause d'un upwelling, enfin d'une résurgence d'eau profonde. Je crois que François en a parlé tout à l'heure en fait de la circulation océanique. Donc c'est un endroit où les eaux remontent du fond, elles sont chargées en nutriments. Il y a beaucoup de production primaire, donc de phytoplancton, qui lui va finalement nourrir ou finir par nourrir en fait ces sardines. Donc ces sardines sont récoltées de manière industrielle. Traditionnellement, elles servaient à nourrir la population là-bas, mais maintenant en fait, la plupart de ces sardines qui sont pêchées sont transformées en farine animale pour justement servir de nourriture à ces élevages en fait intensifs. Alors on va même plus loin puisque des sociétés maintenant construisent entre guillemets des navires gigantesques pour aller récolter des petites crevettes, du krill,
en Antarctique. Et en fait, ce krill est extrêmement riche en lipides, en pigments et ainsi de suite, et est extrêmement, je dirais, intéressant à utiliser pour les élevages aussi. Donc, on va nourrir les saumons, on va nourrir des crevettes, en fait, pour ça. Et donc, pour ça, on va construire toute une flotte de navires et on va pour aller prélever, en fait, ce krill en zone australe. Et en fait, si on regarde la chaîne alimentaire en Antarctique, si vous regardez, donc le krill est ici. Et en fait, le krill, c'est vraiment une espèce centrale de l'écosystème antarctique. Donc, il va nourrir, entre guillemets, tout un tas de, directement ou indirectement, en fait, tout un tas d'organismes, que ce soit les manchots, que ce soit les baleines, que ce soit les phoques et ainsi de suite. Bref, le krill est extrêmement important. Donc, si vous vous attaquez, en fait, au krill, si vous en prélevez trop, eh ben, vous allez avoir un impact qui est considérable à tous les échelons, en fait, de la chaîne alimentaire en Antarctique. Alors, le krill, il y a plein d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait de la pompe biologique et ainsi de suite. Le krill effectue des migrations, donc c'est carrément, en fait, vous imaginez qu'il va se nourrir en surface du phytoplancton qu'aura capté du CO2, par exemple. Eh ben, pendant certaines périodes de l'année ou de la journée, en fait, il va descendre dans la colonne d'eau. Et donc, vous pouvez considérer ça aussi comme un ascenseur à carbone, en fait. Donc, ça aussi, ça paraît anecdotique, mais c'est je dirais, des services que le krill nous rend à travers justement ce transport actif de carbone vers le fond, où il sera séquestré. Et donc, c'est des services que le krill nous rend qui, finalement, si on décide de produire des saumons ou des crevettes avec et qu'on va le chercher, eh ben, c'est aussi des impacts en fait qu'on va créer. Et ici, par exemple, ça c'est je retourne sur mes sardinelles. Typiquement, en fait, ces sardinelles, elles ont été surexploitées, une exploitation incontrôlée en fait au large des côtes. Et finalement, la sardinelle a été remplacée. Ce que vous voyez là, en fait, ces petits points rouges, en fait, ce sont des méduses. Et donc la sardinelle a été remplacée en fait par des méduses. Les méduses ont pris la place des sardinelles. Et typiquement, les manchots du Cap, donc en Afrique du Sud ou en Namibie, eux se nourrissaient des sardinelles et ils ne se nourrissent pas en fait des méduses. Et donc un effondrement, par exemple, des populations de manchots a été observé. Donc voilà, donc ça c'est les impacts en fait qu'on peut avoir. Alors après, ici, là, ce que vous voyez, justement, en fait, c'est éventuellement des solutions fondées sur la nature. Donc déjà, en fait, quand vous regardez cette image, vous voyez une concentration beaucoup moins importante en fait de saumon. Et puis la présence de petits labres. En fait, ces labres, eux, c'est basé sur le principe du requin et je dirais, des stations de lavage en fait créées par ces petits labres. Donc ces petits labres, leur présence est favorisée en fait dans les cages. Donc ici vous voyez un système d'aquaculture qui cette fois-ci n'est plus intensif. Et ces petits labres, ils viennent débarrasser les saumons des parasites. Et, j'aurais tendance à dire que a priori, ils ont l'air d'être bien plus heureux que dans les cages au-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée. Et ça, c'est vraiment l'aquaculture du futur. Et ça aussi, je dirais, c'est basé en fait sur l'observation de la nature, puisque on va soit avoir des poissons en fait qui vont être dans une densité moindre. On va certes éventuellement les nourrir, ils vont relarguer en fait de la matière organique, et puis là en fait on va venir cultiver justement des organismes qui vont utiliser la matière organique ou leurs fesses en fait et se nourrir sur leurs fesses. Donc on va pouvoir produire des holothuries, des oursins, des homards ou ce genre de choses. Et puis pour des choses qui vont rester en fait des petites particules organiques, et ben là on va peut-être éventuellement y mettre des filières à moules par exemple. Et puis, ces moules, elles vont se nourrir justement des petites particules organiques générées par les poissons. Et puis, en fait, ces moules vont elles-mêmes produire des fesses et des pseudo-fesses et qui, elles, vont tomber au fond et contribuer à nourrir ces élevages au fond. Et puis,
toutes les nutriments, donc les nitrates, l'ammoniac et ainsi de suite, qui vont être issus de cette activité biologique dans la colonne de haut, et ben finalement, on peut y mettre aussi, on peut réfléchir à y mettre des algues, donc qui eux vont croître en fait grâce à ces nutriments qui seront issus de la dégradation de la matière organique, cette fois-ci présente dans la colonne d'eau, en nutriments ou du recyclage en fait de ces nutriments. Et comme ça, en fait, on va, je dirais, toute cette association va permettre en fait de créer justement un système qui est quasi propre et qui va nous produire en fait de la nourriture, produire des produits de la mer, de la biomasse, qui sera intéressante pour nous. Et donc, on va exploiter l'océan, mais cette fois-ci, en fait, de manière durable. Donc ça aussi, en fait, c'est des histoires de biomimétisme ou de bio-inspiration. Guillaume, Oui, tu as bientôt terminé? c'est la dernière slide. Ça marche. Donc, juste comme ça, en fait, là, c'est un exemple de toutes les entreprises qui déjà en fait ont décidé d'intégrer en fait le biomimétisme dans leur R&D, dans leur façon de fonctionner, de penser, et donc de s'inspirer en fait sur la nature. Alors, ça paraît idyllique comme ça. Airbus continue d'utiliser tout un tas de choses qui ne sont pas issues du biomimétisme, mais petit à petit, ça fait son chemin. Et je dirais, charge à vous en fait à travers de votre carrière, de vous intéresser à ces choses-là et puis de promouvoir justement le développement économique, mais cette fois-ci, en fait, un développement économique qui soit beaucoup plus durable que celui qu'on a pu connaître au cours de ces dernières décennies. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Si. Très bien. En fait, je voulais savoir, les sujets d'études, je ne sais pas trop comment formuler la question, mais comment est-ce que vous les trouvez? Est-ce que, par exemple, là, pour le sujet sur les étoiles de mer, est-ce que c'est la communauté qui vient vous voir en disant, voilà, on a cette problématique, il faudrait réfléchir dessus? Est-ce que c'est au sein de la station de recherche? Est-ce que c'est les industriels qui demandent à avoir une solution pour ces problématiques? Alors, c'est un peu, je dirais, il n'y a pas forcément de réponse très formatée là-dessus. Alors, ça, c'est un cas un peu particulier. Moi, c'est quelque chose qui m'est assez personnel. Je suis assez proche, en fait, du monde des pêcheurs, du monde de la mer. Et j'aime beaucoup le café. Et donc, finalement, en fait, je vais prendre un café le matin dans un bistrot à pêcheurs. Et donc, on échange et ainsi de suite. Et c'est au fur et à mesure des échanges. Et encore une fois, en fait, c'est quelque chose que moi, je tiens à souligner, c'est cette proximité que vous essayez de créer, en fait, à travers votre formation et ainsi de suite entre chercheurs et journalistes. Et plus en fait, on aura cette proximité, plus on se connaîtra et plus on pourra, en fait, je dirais, interagir efficacement. Et là, typiquement, c'est mon accointance pour le café, mon accointance avec les pêcheurs qui fait que on a discuté de tout un tas de sujets et que je me suis rendu compte, en fait, que c'était un sujet qui était important pour eux économiquement, mais qui, en même temps, en fait, m'a donné envie d'échanger avec d'autres collègues et de me rendre compte que les étoiles de mer, en fait, on pouvait les transformer en quelque chose de mieux que du ciment, quoi. Mais après, typiquement, je vous ai parlé d'un bureau d'études, Big Bang Project, qui, lui, va interagir directement avec les services R&D d'entreprises comme L'Oréal, RTE et ainsi de suite. Et au travers de formations, au travers de séminaires, va progressivement les amener à réfléchir d'une certaine manière. C'est parce que c'est quand même une certaine gymnastique que de comprendre que finalement, en s'alliant plutôt qu'en combattant la nature, eh ben, on peut aller un peu plus loin, quoi, en fait. Et on peut même être certainement plus efficace que les concurrents. Oui, bonjour. Du coup, vous répondez en partie à ma question. Effectivement, je me demandais comment
comment le lien se faisait avec les entreprises. Finalement, ce qu'il faut, c'est des lobbyistes, c'est presque des lobbyistes. Et est-ce que les entreprises commencent à financer directement des travaux de recherche? Vous avez parlé de recherche et développement. Alors, nous, dans le cadre de ce programme, la Valastéride, effectivement, on est une entreprise qui va mettre au pot, on va dire. Mais elle va mettre au pot parce qu'on a su l'intéresser, parce que typiquement des structures, en Bretagne, on a ce qu'on appelle le pôle mer, Bretagne-Atlantique, qui lui est une structure qui va faire de la mise en relation entre des organismes de recherche et des industriels. Donc, ces gens-là aussi sont extrêmement importants. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas eu l'idée d'aller voir certains partenaires si il n'y avait pas eu justement un peu ces facilitateurs ou ces structures facilitatrices qui étaient là pour nous mettre en relation et pour comprendre aussi ce qu'on fait. En fait, ça, c'est important. La personne qui nous a permis de créer un réseau d'industriels a compris aussi en fait nos travaux, a compris un peu la portée de ces travaux et a pu aller comme ça pêcher dans son vivier d'entreprise pour dire tiens, vous devriez vous mettre en relation avec telle ou telle personne, discuter avec eux et démarcher en fait votre projet. Et encore une fois, ça c'est un peu ces facilitateurs, ils sont importants en fait. Et c'est en ça que moi je vous considère comme important. Parce que vous êtes des facilitateurs, entre guillemets, d'une compréhension entre le scientifique qui parfois a un peu de mal à expliquer en fait ce qu'il fait, à expliquer la portée aussi de ce qu'il fait. Et je pense que vous serez des bons traducteurs en fait. Et justement, on a besoin d'être traduit en fait vers le grand public et de connaître, enfin de faire connaître au grand public l'importance de ce qu'on fait, mais à la fois en fait pour avancer, mais aussi pour l'environnement, pour tout un tas de choses.